Depuis que Donald Trump a appelé ce jour le fameux jour de la libération, eh bien, ce jour, c'est le jour où le président américain a imposé les droits de douane à presque tous les pays du monde, dans le but, dit-il, de renforcer l'économie de son pays et de faire baisser les prix pour les consommateurs. Mais depuis ce jour, c'est l'inverse qui est en train de se produire, puisque la panique est absolument générale, avec le cours des bourses en Europe et aux États-Unis qui ont plongé. Là, nous sommes le week-end, mais on l'a vu absolument hier, la bourse qui a perdu 6 points à New York, le CAC 40 également. Donc, les actifs, des actifs se sont envolés en fumée. On se demande quand même si en supprimant le libre-échange, eh bien, Donald Trump ne va pas, au contraire, provoquer une récession mondiale. Mais ce matin, c'était évidemment l'inverse, puisque nous avons été réveillés, enfin bon, avec le décalage horaire, pas tellement, par un message de Donald Trump sur son réseau Truth Social, un message très optimiste, puisque c'est la nature de Donald Trump, l'optimiste invétéré. Que disait-il ce matin ? Je vous le lis. Alors, il y a, comme toujours avec Donald Trump, une partie du message en majuscule. Moi, quand j'écris des messages à mon fils, il veut surtout pas que ce soit en majuscule. Hein. Sinon, il me téléphone en me disant « Maman, t'écris en majuscule. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une agression. » Donc, je pense que quand Donald Trump nous fait un message en majuscule, c'est pour nous agresser. Voilà. Merci, Clara, ma chef d'édition, d'avoir mis ce mot à moitié en majuscule, comme l'a fait Donald Trump. C'est une révolution économique. Et nous la gagnerons, tenez bon, en majuscule. Et la suite, ce ne sera pas facile, mais le résultat final sera historique. Nous allons rendre à l'Amérique sa grandeur, bien sûr. Elisabeth Shepard-Sellan, vous n'êtes pas étonnée? Non, je ne suis pas étonnée qu'il essaie de convaincre tout le monde, mais il n'arrive même pas à essayer, il n'arrive même plus à convaincre dans son camp. Donc, on a déjà parlé de cette loi bipartisane déposée au Sénat pour essayer de encadrer ces tarifs et surtout réintroduire le Congrès dans toutes ces décisions. Ils ont au moins 7 sénateurs républicains qui sont prêts à voter pour cette loi. Mais même Ted Cruz aujourd'hui, et je crois que c'était dans le Financial Times, a dit il y aura un bain de sang s'il y a une récession aux États-Unis. Oui, Lucas Manget. Et par ailleurs, il y a quand même des petites dissensions, on va dire, dans le clan vraiment proche de Donald Trump, puisque Musk, aujourd'hui, dit oui, mais en fait, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait quand même une vraie zone de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. Oui, ça, c'est nouveau. Que Trump avait arrêté. Oui, bien sûr. Oui. Donc, il contredit Donald Trump. C'est-à-dire qu'il y a quand même, on verra ce qui se passe dans les jours, dans les semaines, et puis voilà, il y a des messages en capital sur les réseaux sociaux, et puis il y a la réalité économique. Mais je trouve assez intéressant de noter que Elon Musk, qui est quand même considéré comme le plus proche, si ce n'est l'un des plus proches de Donald Trump, commence à rétro-pédaler en disant arrangeons-nous, on refait une zone de libre-échange. Oui, mais parce que lui, il y tient à la zone de libre-échange. Il a le temps de vendre des voitures et des services. Sylvie Berman. Ça le concerne directement. Bien sûr. Parce que s'il y a des contre-sanctions européennes, ça risque de porter sur le numérique. Donc pour lui, bien évidemment, un libre-échange total est l'idéal. Pour le reste, ce que voulait faire Donald Trump, c'est effectivement mettre ses droits de douane, récupérer des centaines de milliards de dollars et ensuite baisser les impôts. Il espère aussi que le prix du pétrole va baisser, que le prix du dollar baisse et que ça favorise les exportations. Mais évidemment, et c'est pour ça qu'il dit « tenez bon, ça va être dur pendant un moment », c'est que son illusion, j'en sais rien. Non, vous avez l'air de bien savoir, je suis impressionnée, Sylvie, vous êtes dans la tête de Donald Trump. Voilà, non, mais parce qu'il l'a dit, on le sait, et ses conseillers ne sont pas complètement stupides non plus. Le problème, c'est le décalage entre, effectivement, les effets éventuellement inflationnistes et récessifs, et puis la correction qui pourrait intervenir. Alors, pour comprendre les conséquences et les enjeux de ce séisme, nous accueillons Alain Madelin. Alain Madelin, bonsoir, approchez-vous. Merci d'être avec nous, Alain Madelin, sur LCI. Vous êtes ancien ministre, voilà, asseyez-vous là, ancien ministre de l'économie et des finances. Bonsoir. Sous Jacques Chirac, ancien député européen. Vous êtes un libéral historique et convaincu. Donc, justement, j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi, à votre avis, Donald Trump tourne le dos de cette façon-là, au libéralisme et au libre-échange. Est-ce qu'on est en face, là, à une nouvelle tendance, une tendance de long terme de la part des États-Unis, ou est-ce que c'est juste parce que c'est Donald Trump, à votre avis ?
puisque j'ai une belle tablée. Ah oui, nous sommes une belle tablée, absolument. Je crois que ça l'affaire. Plus toutes les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous écoutent, Mais ça fait beaucoup. Je m'adresse aux spécialisés qui sont ici, les spécialistes de géopolitique, parce que c'est un enjeu économique, là. On va en parler, des droits de douane. Mais c'est d'abord un enjeu géopolitique. Oui. C'est une extraordinaire transformation. Donc les droits de douane ne sont qu'une petite expression. Donc pour vous, c'est une expression de politique. Ah ben écoutez, nous avons vécu jusqu'à présent dans un monde où ce qui était en haut, c'était le droit. On faisait confiance dans le droit. C'était les démocraties libérales, c'était l'ordre international, c'était l'ordre commercial avec l'Organisation mondiale du commerce. Et puis on est passé brutalement, le phare de la liberté s'est éteint aux États-Unis, on est passé au retour d'un empire américain comme on ne l'a jamais connu, fondé sur la force brutale, la violence, la soumission. On n'a jamais vu ça. Et la soumission, d'abord de ses alliés. Oui. Et puis, oui, ça c'était le grand choc. Extraordinaire. Oui, mais en plus, on avait quelqu'un qui ne nous aimait pas beaucoup, qui était Vladimir Poutine, qui reconstituait un empire. Oui, là vous voulez dire qu'on en a un deuxième. Et voilà. Et l'Europe, on est vraiment là, pris en tenaille entre les deux. Et c'est vraiment un changement politique majeur. D'ailleurs, regardez, juste un fait pour montrer ça. Les deux... Mais je ne savais pas, M. Madeleine, vous étiez à ce point féru de géopolitique. Oh oui, si. Parce que... les deux, ils soutiennent ici, en Europe, les mêmes. L'AfD en Allemagne. Comment l'AfD en Allemagne est parrainée par les Russes et parrainée par les Américains. Vous voyez la transformation géopolitique considérable. Alors, pour revenir à l'économie, bien sûr, c'est un des éléments, peut-être un élément, le socle. Vous avez vu quand même l'ignorance extraordinaire de Trump en politique internationale. Oui. Mon ami Poutine. On va faire une trêve avec Poutine. Mon œil. C'est de la blague, tout ça. On le voit bien que ça ne tenait pas la route. Et de la même façon qu'ils ont... Mais Monsieur Madeleine, pardon, je vous repose la question. Est-ce qu'il s'agit uniquement de Donald Trump qui tourne le dos au libéralisme ou est-ce que c'est une tendance de long terme américaine ? Je ne sais pas. Je ne pense que Donald Trump exprime, la preuve, le vote, une grande partie de l'Amérique. L'Amérique des petits blancs, l'Amérique, tout ce que vous voulez. Et puis même, d'ailleurs, on en a marre. Et c'est une sorte de dégagisme que l'on constate sans doute un peu partout, dans toutes les démocraties d'ailleurs, parce que, à force de temps, il y a une sorte de sentiment d'impuissance publique dans toutes les démocraties. Mais justement, puisque Trump, aujourd'hui, symbolise quelque chose qui peut être contagieux dans d'autres pays. Je pense qu'il va se heurter au choc des réalités. Mais pour en revenir à l'économie, donc, puisque c'était votre question, je disais qu'il a la même ignorance que l'on a vue en politique internationale. Trump l'a aussi sur l'économie. Ne vous trompez pas. On dit, mais oui, il ne peut pas être aussi bête. Si, enfin, j'exagère, mais il y a un peu de ça quand même. Les droits de douane, c'est censé faire payer les pays qui nous escroquent depuis des années. À commencer par l'Europe, qui a commencé à escroquer, entre guillemets, les États-Unis depuis sa naissance. Alors attendez. Vous êtes en train de nous dire que donc Donald Trump a raison quand il dit justement, il n'arrête pas de le dire, nous sommes escroqués. Nous sommes victimes. Je ne vous ai pas du tout dit ça. Que l'Europe... Alors j'ai compris le contraire. Que vous disiez que l'Europe escroquait avec ses droits de douane les États-Unis. Je pourrais même montrer, si j'en avais le temps, un peu l'inverse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il le pense. Mais il dit, je vais faire payer ces pays. Attendez, un droit de douane, c'est payé par qui ? Les consommateurs. C'est payé par un consommateur américain. Donc il va faire payer les consommateurs américains. Première erreur tout à fait grossière. Et alors justement, je vous coupe un instant, pardonnez-moi, parce que nous avons la parole d'Américains qui sont inquiets. Écoutons-les. Je pense que cette administration ne tient pas compte du citoyen moyen. Et ne se préoccupe pas de ce que sera la qualité de vie pendant que tous ces droits de douane seront en vigueur. C'est un choc. C'est un peu déconcertant de voir que ça baisse encore. Qui sait ce que demain nous réserve ?
Lucas Manger, les Américains, ce sont quand même les premiers concernés. Là, ils le disent, ce sont eux qui vont subir les conséquences des décisions de leur président. Oui, mais beaucoup d'Américains ont voté Trump sans savoir exactement ce qu'allait faire Trump. Ils ont voté Trump pour le shérif comme il disait, je suis le shérif dans la ville qui va remettre en ordre. La plupart des Américains, mais ça vaut dans plein d'autres pays du monde, y compris le nôtre, ne lisent pas forcément les programmes politiques, ne s'intéressent pas forcément au fond des choses, parce qu'on élit des gens pour ce qu'ils ont, du charisme, parce qu'ils représentent l'inverse de ce dont on avait marre et ce genre de choses. Il y a beaucoup d'électeurs de Trump aujourd'hui aux États-Unis, des électeurs de Trump de novembre, qui disent c'est pas exactement ce qu'on avait imaginé. De la même manière qu'il y a en France, Monsieur Madeleine, beaucoup de gens qui se revendiquent de votre héritage politique et qui étaient fascinés par Milley, par Trump, en disant c'est ça qu'il faut, voilà. Et qui aujourd'hui se disent non, on voulait pas aller si loin, le libéralisme c'était pas tant que ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Trump incarne quelque chose d'une brutalité inouïe que beaucoup d'électeurs américains n'avaient pas imaginé, et surtout ils n'avaient pas imaginé que ça risquait de les mettre au chômage, que tout simplement, quand on dit il va falloir fabriquer du textile au même prix aux États-Unis, le textile qui est fabriqué au Vietnam à quelques cents de l'heure, comment est-ce qu'on va faire pour le fabriquer aux États-Unis? Parce que c'est ça que les consommateurs américains achètent aussi. Et Elisabeth Shepard-Selam, en fait, Donald Trump promettait un miracle économique et on est en train peut-être d'obtenir, si ce n'est un crack, mais une récession, un début de récession. Il a promis beaucoup de choses et puis il a bien caché son jeu, parce qu'on n'oublie pas que son plateforme, il avait dit aussi, je n'imposerai pas le Project 2025, un certain nombre de choses qu'il est en train de faire. Donc je pense que à la fois et je rejoins Lucas, les électeurs américains ne savent pas forcément de quoi il parle quand il parle d'un certain nombre de choses. Je pense qu'il est très ignorant au niveau économique. Moi, j'aime pas trop quand on traite les peuples et les populations d'idiots. Que ce soit ni aux États-Unis, en France ou ailleurs. Les gens qui votent sont parfaitement conscients de pourquoi ils votent. Ils ne s'intéressent pas forcément à ça. Je vous fais réagir. En fait, aux États-Unis, il faut comprendre ce que les gens ont voté aussi, c'est pour leurs problèmes au quotidien que Trump avait promis de résoudre. Un problème de sécurité, d'immigration, et puis cette question d'inflation et du portefeuille. Sauf que on ne lit pas forcément entre les lignes, et c'est là où je pense qu'aujourd'hui, ils font face. Moi, qui suis beaucoup ce qui se passe, qui parle avec beaucoup d'Américains, aujourd'hui, même des gens qui ont voté pour Trump, ont très très peur de ce que ça veut dire pour leur portefeuille, pour les courses, notamment tout ce qui est alimentaire, qui est très affecté. D'accord. Alors, pour mieux comprendre ce qui se passe aux États-Unis, nous sommes en direct de Washington avec notre correspondant aux États-Unis, Axel Monnier. Axel, bonsoir, bonjour. Vous avez un ciel bleu immaculé derrière vous. Axel, comment se sont passées aujourd'hui les manifestations? Parce qu'il faut dire qu'il y avait, et c'est quand même pour les États-Unis relativement original, ça n'est pas la France, les États-Unis, il y avait des manifestations prévues aujourd'hui dans tous les États. Est-ce qu'elles ont bien eu lieu? Qui s'est rendu à ces manifestations? C'était une manifestation contre Donald Trump et Elon Musk. Donc notamment à Washington où vous êtes, qui était présent et quelles étaient les revendications? Qu'est-ce qu'on a entendu dans ces manifestations? Ou alors est-ce que c'était un flop? Alors il y avait beaucoup de monde en fait, il y avait même pas mal de monde ici à Washington, 1500 villes aussi dans tout le pays organisaient de telles manifestations, et ici le mot d'ordre comme partout en fait c'était la défense de la démocratie avec cette phrase Big Hands Off Rally qui est on va dire bas les pattes en quelque sorte pour dire à Elon Musk et à Donald Trump de cesser de s'attaquer à l'état de droit et à la démocratie états-unienne. Et on a vu beaucoup de gens, beaucoup de femmes, beaucoup de femmes, c'est ce qui m'a semblé être le plus frappant, avec des gens qui ont fait parfois 8 heures de route depuis plusieurs États, qui ont préféré venir faire du nombre ici à Washington plutôt que d'être dans des petites villes. Il y avait effectivement beaucoup de monde, mais on est loin de la grande manifestation de 2017 au lendemain de son investiture, lorsque 500 000 personnes marchaient pour le droit des femmes ici et plus de 5 millions à travers le pays. L'idée, c'est de voir que l'opposition, qui était jusqu'ici assez inexistante, essaie de se relancer. Alors ce n'est peut-être un point de départ. En tout cas, c'est ce que m'ont dit beaucoup de manifestants. Alors justement, est-ce que c'est inédit aux États-Unis, Axel, ce genre de protestation? Et surtout, est-ce que vous dites qu'il y a beaucoup de monde, mais est-ce que c'est de nature à intimider Donald Trump? Ou est-ce que, alors là, vraiment, ça va il va y être complètement indifférent?
Vous savez, en ce moment, il est en Floride, en train de jouer au golf. Je ne sais même pas s'il a regardé les images de ces manifestations à travers tout le pays. Non, pour le coup, l'opposition attendait une démonstration de force massive, mais pour ça, il aurait vraiment fallu des centaines de milliers de personnes à travers tout le pays. Je ne pense pas que ce soit le cas. On n'a pas encore les chiffres. 600 000 personnes s'étaient inscrites sur les réseaux sociaux pour dire qu'elles participeraient d'une manière ou d'une autre à ces manifestations. Mais non, ce n'est pas vraiment inédit parce que notamment là où je me trouve sur le mall de Washington, le National Mall, c'est là que la bataille pour les droits civiques a eu lieu dans la foulée de Martin Luther King. C'est là qu'on s'est opposé aussi à la guerre du Vietnam. On sait aussi que les Américains ont une tradition d'opposition depuis les campus universitaires. On l'a vu l'année dernière avec les manifestations pro-Palestine. Donc non, ça n'est pas complètement inédit. Et notamment, Donald Trump a souvent initié, malgré lui évidemment, une opposition assez forte sous cette forme de manifestation. On va voir s'il y en aura d'autres, mais c'est clairement la plus forte qu'on ait vue depuis le début de l'investiture. Merci beaucoup Axel Monnier, merci d'avoir été en direct pour nous, pour LCI, des États-Unis. Nous allons parler maintenant concrètement de la France, du cas de la France, parce que la France, figurez-vous, importe plus des États-Unis qu'elle n'exporte. Alors nous avons fait un tableau. Que la France importe-t-elle des États-Unis et qu'exporte-t-elle ? Eh bien, elle importe des États-Unis, donc nous importons des États-Unis, en France, du pétrole, du GNL, des appareils et des équipements médicaux, et nous exportons aux États-Unis des avions, des turbines à gaz, des vins et spiritueux, bien sûr, des produits pharmaceutiques et de luxe, bien évidemment. Donc, quelles sont, Alain Madelin, à votre avis, les conséquences pour le secteur économique français de ces décisions de modification des tarifs douaniers vis-à-vis de notre pays ? Il y a des gagnants, il y aura des perdants. Il y a plus de perdants que de gagnants. Plus de perdants. Oui, c'est logique et c'est normal. Mais d'une façon générale, je ne pense pas qu'il faille regarder par pays. Le libre-échange, ce ne sont pas des pays qui exportent et d'autres qui importent, contrairement à ce que l'on croit. Ce sont des gens qui vendent et des gens qui achètent. Alors on consolide tout ça dans des balances du commerce. La balance du commerce, il n'y a rien de plus trompeur qu'une balance du commerce. Je m'amuse de temps en temps à dire, tous les matins, j'achète du pain à mon boulanger. Oui. Et il ne m'a jamais rien acheté. Alors, il est évident que l'argent, quand vous avez un déficit, un pays, il revient, il circule ce déficit par le monde entier et il revient sous une autre forme. Ce sera peut-être l'achat ce sera peut-être des touristes dans le pays, ce seront peut-être des achats financiers. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Si vous commencez à raisonner pays par pays, c'est ce que fait Trump, on se trompe totalement. Oui, vous pensez que Donald Trump, il a fait exprès de brandir cette liste pays par pays et qu'il ouvre des négociations, si je peux juste terminer ma question, il ouvre des négociations potentiellement avec chacun de ces pays. C'est-à-dire il incite chacun des pays à l'appeler, à négocier avec lui, c'est cela ? Il incite chacun des pays et en plus c'est un braquage d'entreprise. Ah. Ce qu'il dit, c'est... Bien sûr, je serai très gentil avec telle entreprise, tel secteur ou tel pays, dès lors que ceux-ci accepteront de créer des emplois aux États-Unis. Et c'est vrai que ça peut marcher. Hein. C'est de l'intimidation, presque. De l'intimidation, de la séduction aussi, partiellement. Faut pas se tromper. Il y a des tas de gens qui disent, il y en a marre d'entreprendre en France. Enfin, eux, ils balancent les woke, eux, ils balancent la bureaucratie, et puis c'est un pays dynamique, on y va. Non, mais faut pas se tromper. Ce sera ça aussi dans ce qui se passe. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, c'est un désordre international. Par principe, le jeu du libre-échange, c'est gagnant-gagnant. On est entré dans une spirale de perdant-perdant, ce qui signifie qu'au-delà de tel ou tel pays, c'est que nous allons tous être perdants et nous risquons d'être perdants dans une récession mondiale. C'est ça l'objectif. Alors justement, parlons de l'Europe, puisque c'est quand même un cas qui nous intéresse plus particulièrement. Qu'a dit le Premier ministre français aux Parisiens aujourd'hui, François Bayrou ? Les conséquences seront importantes. La politique de Trump peut nous coûter plus de 0,5% du PIB. Donc j'aimerais quand même savoir, parce qu'il y a une différence. Nous avons vu hier que les Chinois ont rétorqué immédiatement. Ils ont répliqué par des droits de douane symétriques à ceux qui leur avaient été imposés. Et nous, Européens, nous attendons. Aurélien Duchesne, est-ce que nous avons raison de vouloir attendre et de négocier, justement ?
Il y a deux choses qui font qu'on attend. La première, c'est que la proposition de base est viciée. L'administration Trump accuse l'Union européenne, qu'il a surnommée une mini-Chine pendant sa campagne électorale, d'imposer 39% de tarifs douaniers aux États-Unis. On serait plutôt à 3%. Pour riez, Alain Madelin. Voilà. Parce que c'est dit. C'est fou. Il compte notre TVA. Ouais, voilà. Donc voilà, il fait des faux calculs pour aboutir à ces chiffres. On dirait une négociation avec Zelensky. Oui, vous voulez dire, il n'y a jamais rien de réel, c'est cela. Oui, j'ai dit 130 milliards, allez non, c'est 500 milliards, j'arrondis à 500 milliards, et je te fais une saisie à risque sur tes terres, c'est ça. Justement, merci de me tendre cette perche. On ne veut pas se retrouver dans la position à l'ukrainienne, entre guillemets, avec un Trump qui nous impose, qui veut nous tordre la main. Je rappelle par exemple que la France, nous, notre exposition nette, notre balance commerciale par rapport aux États-Unis, c'est environ 1,6% du PIB. L'Allemagne, c'est 2 fois plus. Donc premièrement, pourquoi est-ce que les Européens peinent tant à trouver une position commune? Parce qu'on n'a pas tous le même niveau de dépendance. Nous, on importe 52 milliards et on exporte 47 milliards depuis les États-Unis. L'Allemagne, par exemple, est beaucoup plus dépendante. Un pays comme la France peut se montrer beaucoup plus ferme, et j'en termine par là. Emmanuel Macron, par exemple, lui, d'entrée de jeu, adoptait un ton beaucoup plus ferme que ce n'est le cas pour Olaf Scholz, parce que nous, on a beaucoup moins à y perdre entre guillemets, que les États-Unis. Et c'est ce qui fait que pour l'instant, on n'a pas de position européenne. Nicolas Richoux. Oui, moi, je pense qu'on a raison d'attendre. Alors, attendre, il ne faut pas attendre longtemps, mais on a raison au moins de prendre le temps de la réflexion, parce que ce temps de la réflexion va attendre jusqu'au 9 avril, c'est bientôt. L'Europe est plus pondérée que les États-Unis et qu'on essaye de faire les choses dans l'ordre. Ensuite, il faut bien faire attention à ne pas se tirer des balles dans le pied et puis à pas mettre des taxes élevées sur des produits qui ne sont pas remplaçables. C'est-à-dire que dans ce qu'on va taxer, je parle sous couvert de M. Madelin, mais dans ce qu'on va taxer, il faut pas taxer les choses dont on a infiniment besoin et qu'on ne peut pas remplacer. Donc il faut vraiment serrer ce qu'on veut taxer, ce qu'on ne peut pas taxer, ce qui fait mal, mais qui en même temps, pour lesquels on peut aller s'approvisionner ailleurs. Et donc je pense qu'il faut, ces 15 jours, je crois que ça va être à peu près 15 jours, me semble assez raisonnable pour... Et puis il ne faut pas oublier que aussi l'Europe, c'est 27 États membres, donc il faut quand même se parler. Voilà, parlons-en justement. Et que ça demande un petit peu de temps de négociation. De l'unité, vous avez raison. Et de l'unité, et c'est normal dans une démocratie et qu'on prenne le temps de l'unité. Oui, c'est normal. Alors nous avons justement un commissaire européen au commerce qui est slovaque et qui s'appelle M. Maros Sefcovic et qui, M. Madelin, est allé déjà 3 fois à Washington, dont la dernière fois qui était hier. Mais il en revient plutôt bredouille. Donc voilà ce qu'il a dit hier quand il est revenu des États-Unis. Les droits de douane américains sont préjudiciables et injustifiés. Voilà, ça c'est ce que tout le monde dit bien sûr en Europe. L'UE s'est engagée à mener des négociations constructives, mais elle est également prête à défendre nos intérêts. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, à votre avis, concrètement ? Moi, j'adopte la prudence du général Richoux. Oui. Il faut d'abord que l'on essaie de concilier l'intérieur de l'Europe, et ce n'est pas chose facile. C'est-à-dire rester unis. Ensuite, réfléchissez bien. Nous avons dit, tout le monde est d'accord là-dessus, qu'en taxant les produits étrangers qui arrivent aux États-Unis, Trump taxe ses consommateurs. Faisons attention à ce que la réplique, exactement, nous allons nous aussi taxer les Européens. Oui. Il y a quelque chose qui ne cloche pas, qui ne marche pas dans cette attitude. Alors, ce que l'on fait généralement dans ces cas-là, c'est échange... Allez, tu me fais ça sur mon cognac, je te fais ça sur tes Harley Davidson, ou je te fais ça sur tes jeans. C'est un peu minable, ça ne va pas assez loin. C'est ce que l'on pouvait faire, j'ai dit hier, mais cette fois-ci, vu l'ampleur de ce que fait Trump, et vu l'ampleur, par exemple, de mettre la TVA. Vous vous rendez compte de l'importance de la TVA en Europe, de mettre la TVA comme étant une atteinte au droit de l'Amérique. Donc, il va falloir envisager d'autres ripostes. Il y en a. Bon, alors il y en a. Je vous coupe, pardon, mais pour les préciser pour nos téléspectateurs, si j'ai bien compris, l'arme ultime, c'est ce qu'on appelle cet instrument dit anti-coercition. Ah oui, c'est bien. C'est-à-dire, oui, on fait de la recherche, vous voyez, on prépare nos émissions, vous voyez. Donc c'est un outil de dissuasion à activer après l'épuisement de toutes les voies diplomatiques. Et si j'ai bien compris, mais vous allez nous expliquer, vous êtes là pour ça, il y aurait plusieurs possibilités. Ça serait d'abord le gel de l'accès, donc de menacer de cela, le gel de l'accès au marché public, le blocage de l'autorisation de mise sur le marché de certains produits, ou alors carrément le blocage d'investir. C'est ça notre arme ultime ? Non, ça va encore plus loin. Mais déjà ça, on n'y est pas.
Non, mais c'est l'arme atomique, ça. Ah, c'est le pire du pire. L'ultime avertissement, pour parler comme le général Richoux. Oui. Écoutez, pour une fois qu'on parle d'arme atomique au sens figuré... Vous tirez quelque chose qui est dur. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui avait été autorisé déjà par l'Organisation mondiale du commerce, qui avait dit, dans certains cas, on peut, à ce moment-là, continuer, on importe tranquillement, mais ce que l'on importe, on ouvre les droits de propriété intellectuelle. Eh oui. Vous vous rendez compte ce que cela peut faire sur les géants du numérique. Vous leur laissez l'accès, vous ne les taxez pas, etc. Mais vous ouvrez les droits de propriété. Alors ça, c'est un désastre. C'est pour ça que je disais que c'est quand même un côté thermonucléaire dans cette arme-là. Mais elle existe. Alors je ne dis pas qu'il faut l'utiliser. Est-ce qu'on peut en menacer ? Je ne sais même pas si on peut leur menacer aujourd'hui. On n'en est pas encore là. Oui, mais je dis que nous ne sommes pas totalement dépourvus, à condition de maintenir notre unité, et c'est sans doute ça qui va être le plus difficile. D'accord. Sylvie Bermann ? Oui, alors l'instrument anti-coercition a été adopté en 2023 contre la Chine. Voilà, ça c'est déjà connu. Vous qui êtes spécialiste de la Chine. Non, bien sûr. Qu'est-ce que ça avait donné ? Ils ne l'ont pas utilisé en réalité. Il y a eu le Covid. Oui, il y a eu le Covid, il y a eu des débuts de négociations sur les investissements croisés, ça n'a pas abouti. Les discussions se poursuivent. Mais ce qui est intéressant... Mais nous avions brandi la menace. Oui, implicitement. Oui. D'ailleurs, les Chinois avaient été furieux quand on avait adopté cet instrument. On pensait pas, on savait que ça pouvait être utilisé pour les États-Unis, mais à l'époque, on l'imaginait pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, il y a déjà eu des droits de douane prohibitifs de la part des États-Unis contre la Chine, que la Chine avait répliqué et qu'ils ont négocié, et qu'il y a eu un accord entre les Américains et les Chinois en janvier 2020. Alors ensuite, les choses n'ont pas pu se poursuivre parce qu'il y a eu le Covid, mais je pense que là, justement, avec la Chine, il va y avoir une négociation, et avec l'Europe, il y aura une négociation également.